entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Plus de 2 millions de Covid longs, l'aveu candide des autorités, manif et immigration, Macron plus à droite que le Rassemblement national. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Thomas Bouchard, Christophe Dupin, Radar et Philippe Owen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. La nouvelle a été publiée à la une de Paris Match. Près de 2 millions de Français de plus de 18 ans touchés par des Covid longs. À ces chiffres effroyables, il faudrait ajouter 700 000 enfants touchés donc par ce qu'ils nomment la maladie du silence, le Covid long. Johanna et Laetitia sont atteintes du Covid long depuis 5 ans. Ces deux sœurs de 18 et 22 ans ont vu leur vie se figer depuis. Difficultés à marcher, migraines, problèmes digestifs, malaise. Les deux jeunes femmes ont renoncé à toute vie extérieure. Avant d'analyser ces chiffres cités par Paris Match et corroborés par les autorités de santé françaises, il faut prendre en compte que toute information est insérée, de nos jours, dans un contexte de propagande. Le gouvernement, avant de les annoncer, a d'abord fait tirer ses pirates afin de brouiller l'écoute des Français. Rudi Reichstadt. La pandémie de Covid-19 a marqué un tournant majeur dans l'histoire du complotisme, agissant comme un catalyseur pour l'émergence et la propagation de nombreuses théories. L'épisode explore en profondeur ce phénomène avec les analyses de Rudi Reichstadt et Tristan Mendès-France. Ah, Rudi et Tristan, les avocats menteurs, subventionnés par le gouvernement pour les défendre. Il n'y a pas une semaine où nous avons la preuve de leur collaboration. Après Elon Musk, Zuckerberg, c'est au tour de François Asselineau de rappeler quelques vérités. Rudi Reichstadt, l'imposteur macroniste payé par nos impôts. Cet individu, à table ouverte dans les médias mainstream et les institutions de la République, pour diffamer tous les opposants à Emmanuel Macron, sous couvert d'observer et de lutter contre le conspirationnisme. Mais il refuse toute enquête précise sur l'origine de ces financements et sur l'absence totale de sérieux scientifique de ces prétendus travaux de déconspirateurs. Cependant, des recherches conduites dans la foulée du scandale du fonds Marianne, à moitié étouffé, ont permis de démasquer cet imposteur. C'est le cas de cet article très long, précis et documenté qu'il est de salubrité publique de lire et de relayer au maximum, c'est dans ma description. On y découvre les accointances politiques, les détournements massifs d'argent public dont Rudi Reichstadt a bénéficié et qui justifient que des poursuites soient lancées contre lui et son prétendu observatoire du conspirationnisme. Relevons notamment que Rudi apparaît comme conseiller dans pas moins d'une dizaine d'institutions publiques. Service d'information du gouvernement, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Intérieur, Conseil national du numérique, les Miviludes, DICRA, CNAM, etc. On se rappelle que Rudi a reçu des subventions du fonds Marianne, qui était autrefois baptisé Samuel Paty, pour lutter contre la radicalisation des fanatiques. Et il a utilisé cet argent pour taper sur les complotistes du Covid, entre guillemets, bien évidemment. Le clip qu'il a tourné est d'une bêtise affligeante. Oui, sous Emmanuel Macron, on vit sous l'emprise des imposteurs. Cette belle tête de vainqueur nous explique sans rire que le Big Pharma, c'est une théorie du complot. Oui, l'industrie pharmaceutique américaine, c'est en quelque sorte l'armée du salut, hein. Ce sont des bienfaiteurs de l'humanité. Et que s'ils font tant de bénéfices, c'est qu'ils prennent des risques. L'art de raconter n'importe quoi et de se prétendre universitaire. Mais revenons à nos moutons, Rudi n'est pas content quand on lui rappelle ce qu'il est. Votre poste, François Asselineau, est mensonger et diffamatoire. Il contient de fausses informations qui portent gravement atteinte à mon honneur et à ma réputation.
L'honneur et la réputation de Rudy. Les grands mots. Ah, l'honneur de Rudy, c'est un peu comme la virginité de Macha Merrill. C'est perdu depuis fort longtemps. Quant à la réputation, oui, elle n'est plus à faire. Sacré farceur, ce Rudy. Sauf retrait et excuse de votre part, mon avocate sera mandatée pour engager les poursuites judiciaires nécessaires. Rudy Reichstadt menace donc François Asselineau de diffamation. Cela devient franchement cocasse. Amélie Ismaili à la rescousse. Cher Rudy, toutes les informations citées par François Asselineau proviennent de mon article publié ci-dessous. Par conséquent, si vous estimez que ces informations portent atteinte à votre honneur et à votre réputation, ce n'est pas contre M. Asselineau que vous devez engager des poursuites, mais contre moi. Votre avocate aura cependant bien du mal à montrer une quelconque fausseté dans mon enquête, vu que toutes les informations que je cite sont publiques, mais après tout, c'est votre droit le plus strict de le vérifier auprès d'un juge. À ma connaissance, nous n'avons plus de nouvelles de Rudy. Mais l'article de Rudy, dans le service public, avait un but, intimider tous ceux qui poseraient trop de questions. Reprenons la séquence. Macron a joué la carte nostalgie, c'était les 5 ans du confinement. Rudy arrive par derrière et nous rejoue la carte complot-plot. Et puis Paris Match qui nous indique qu'il y a près de 2 millions de Covid longs. Ces chiffres sont effroyables, mais nous les connaissions. Jean-Marc Sabatier les avait annoncés il y a quelque temps, plus de 2 millions donc de Covid en France et plus de 30 millions en Europe. Quand il les a divulgués, l'information a été cachée par la presse mainstream, impossible d'avoir à l'époque d'autres sources. Et là, c'est publié par Paris Match. Premier point, il était annoncé par de nombreux médecins. La politique française, qui a été de refuser de soigner le Covid, vous vous en souvenez de la doctrine en 2020, dodo, doliprane et seulement les urgences en cas de symptômes sévères. Eh bien, pas d'antibiotiques pour lutter contre la surinfection bactérienne, pas de vitamine D pour stimuler les défenses naturelles, et encore moins d'antiviraux, plaquenine ou ivermectine. Eh bien, si vous soignez mal une maladie, ça a été annoncé par de nombreux médecins, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Et puis en 2021, vous connaissez la politique d'Emmanuel Macron, Véran et de l'OMS et de tous les progressistes, le tout produit expérimental à ARN messager. Jean-Marc Sabatier a travaillé sur la question. Le fruit de sa réflexion et de son travail est un livre Covid long et effets indésirables du vaccin. Et Jean-Marc Sabatier explique que dans une grande majorité des cas, ce que nous appelons Covid long, ce qu'appelle la presse Covid long, ce sont des effets indésirables du vaccin. Bravo à Jean-Marc Sabatier, chercheur au CNRS, docteur en biologie cellulaire et microbiologie et spécialiste des thérapies à base de protéines modifiées, qui nous explique l'ampleur des effets indésirables de ce produit expérimental. Je vous mets dans ma description ces interviews, il faut absolument les écouter. Remarquez que le professeur Sabatier n'a jamais été attaqué par les macronistes et autres sbires. Forcément, il travaille sur les effets indésirables du produit Pfizer. Quelle famille n'a pas été touchée? Le professeur Sabatier donne également des pistes pour lutter contre les effets délétères de la protéine Spike. Voilà, le bilan de la politique sanitaire d'Emmanuel Macron est en train d'apparaître petit à petit aux yeux du plus grand nombre. Pour ce qui concerne la réinformation, nous savons tout depuis bien longtemps, mais dans ce genre de scandale, il faut toujours attendre plusieurs années. Nous savons désormais que le quoi qu'il en coûte nous a ruinés, que la politique de non-soin en 2020 a été une horreur et qu'en 2021-2022, les Français ont été pris pour des cobayes. Un véritable cauchemar. Mais pourquoi? Un élément de réponse. 146 millions de doses supplémentaires. Le produit expérimental anti-Covid-19 commandé par l'Union européenne alors qu'elle a déjà jeté 215 millions de doses pour 4 milliards d'euros. À ces considérations financières, il faut ajouter des considérations politiques. Je vous renvoie à mes salons de conversation. Mortalité infantile. Mortalité infantile, la France parmi les moins bien classées dans l'Union européenne alors qu'elle était en tête en 1990.
Certains d'entre vous m'ont demandé quel est le rapport avec cet article de 20 minutes. Votre enfant va vous coûter 264 000 euros jusqu'à ses 25 ans. De quoi vous faire relativiser l'envie d'un bébé? Les enfants, le nouvel ennemi pour les macronistes, individualisme, égoïsme, paranoïa et nihilisme. Dans la guerre de l'information, il faut brouiller l'écoute des lecteurs. Ce n'est pas seulement une contrepétrie, c'est également une vérité. Quand une info est négative pour le gouvernement, il l'efface par une autre info opposée. L'information est donc symétrique et avance par deux. Exemple, sur la guerre, les Russes ont chassé les Ukrainiens de la poche de Koursk. Oui, mais l'information qui va être retenue à la tête du Figaro, c'est l'attaque de drones sur Moscou. Une augmentation de la mortalité infantile? Oui, mais dans le Parisien, les bébés coûtent très cher, il faut mieux des bêtes. Covid long, 2 millions de cas. Attention au complotisme. Et puis, la nostalgie du confinement, c'était quand même quelque chose, ça. Voilà, l'information avance par deux. La mauvaise information, hein, et le tir de contre-batterie imaginé par les communicants de l'Élysée. Mais que peut-il faire, le gouvernement, lorsqu'il est pilonné jour et nuit par le réel? Eh bien, le mieux, c'est de retourner sa veste. Emmanuel Macron est-il plus à droite que le Rassemblement national? Lorsqu'on regarde les médias, c'est l'impression qui se dégage. Retour sur l'information du week-end. Voilà la manifestation de la France insoumise. Une honte. L'extrême droite, c'est eux. Dissolution, la France insoumise, c'est non. Les images de la manifestation de la France insoumise, voire des tweets des militants, sont sans appel. Tag inadmissible, vous pouvez les lire à l'écran. Antifa, slogan honteux, et que dire de certains qui marchaient avec la France insoumise. On vit dans une époque délirante où des fichiers S fanatiques participent à cette marche. Et que dire des drapeaux qui pavoisaient le cortège? Et il y a quelque chose de curieux dans cette manifestation. Il y a les images qui sont reprises évidemment par les militants de notre camp. Et puis il y a les images qui sont données par les militants de la France insoumise. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ou très peu de drapeaux de notre pays et qu'on ne voit que des drapeaux de pays qui ne sont pas, comment dirais-je, des modèles de tolérance. Comment s'étonner dans ces conditions que cette manifestation fut un échec. À peine plus de 20 000 personnes ont défilé à Paris et 90 000 dans toute la France. C'est peu pour un parti qui prétend rassembler plus de 30% des Français. Et puis cette marche de la France insoumise tombe mal pour la gauche, parce qu'elle vient de subir deux revers médiatiques. Le premier, la gaieté lyrique, que j'ai traité cette semaine, et ses faux mineurs démasqués. Et Crépol, l'histoire revisitée par des journalistes de gauche avec inversion accusatoire, ce sont les victimes, les coupables. Une page accablante. Je ne sais même pas si je peux la lire. Lundi soir, Chaïd au téléphone est complètement affolé. Voilà, c'est parti en C, sa mère la P. Par A, les Français, ils ont voulu nous bouler. On était 15, Zarbi, ils ont essayé de nous faire incompréhensible. On leur a N, leur mail à la fin. C'est parti en meurtre, sa mère la P. Starfoula, voire B, voilà. Là maintenant, je me retrouve à faire des grandes fugues. Rechercher Starfoula. Quand il dit meurtre, il ne pense bien sûr pas à la définition juridique. Il veut dire que la bagarre s'est achevée par une mort. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance de culpabilité ni d'une apologie du crime, mais des propos décousus d'un garçon qui se demande que faire. Les jeunes qui étaient à Crépol sont inquiets. L'urgence d'un ailleurs se fait sentir, la tentation de se mettre au vert. Certains parlent du bled, fantasme de monter dans un avion et de laisser les ennuis derrière. Rien ne va dans l'extrait. La bouillie de langue française complètement acculturée. Et pire encore, l'explication journalistique qui suit pour justifier, relativiser, romancer un crime. Ces journalistes sont nés avant la honte. D'autant plus qu'ils sont pris en flagrant délit de propagande. Oui, ils ont le matériau brut, ils ont l'aveu, mais que font-ils? Ils transforment ce récit pour nourrir le narratif de gauche, les gentils assassins de cité contre les méchantes victimes des villages.
et il s'étonne par la suite d'avoir quelques ennuis. Emballement médiatique et politique autour du drame de Crépol. L'une des auteurs du livre Une nuit en France, Pauline Guéna, se confie sur les menaces de mort dont elle est victime. Évidemment que je condamne toutes les menaces, même contre des faussaires. Mais par contre, je comprends la colère légitime des Français qui crient que le mensonge, la propagande, cela suffit. Est-ce que le gouvernement a senti le danger? Retournement de veste XXL. Il est arrivé à ma fille de se faire traiter de sale blanche, confie la porte-parole du gouvernement Sophie Primas. Oui, la même qui affirmait il n'y a pas 10 jours que Samuel Paty c'était un coup de Vladimir Poutine. Une information symétrique, un moyen de se refaire une bonne image. Information relatée par l'AFP. Attention, il faut rester assis. La porte-parole du gouvernement Sophie Primas a affirmé dimanche n'avoir pas de pudeur à évoquer l'existence d'un racisme anti-français, un concept porté par la droite et l'extrême droite, mais contesté par des sociologues. J'ouvre une petite parenthèse, des sociologues d'extrême gauche essentiellement. Mais des sociologues jugent qu'une telle forme de racisme est soit résiduelle, soit ne peut exister en l'absence d'une discrimination systémique envers les Français. Ainsi, pour la gauche, les Français frappés, chassés de leur domicile pour échapper aux délinquances, ce n'est pas systémique. Aveugle et sourd. Sur BFM TV, affaire Thomas Crépol, les journalistes d'Écugis et Le Plongeon admettent finalement l'existence d'un racisme anti-français qu'ils réfutaient encore en début de semaine. Je résume, il y a bien du racisme, il n'a jamais été reconnu par les tribunaux ni même par les sociologues de gauche. Je conclus, la justice est partiale, partisane et coupée du réel. Mais notez quelque chose d'important, c'est Ben Duhamel qui a été chargé de faire avouer à ces journalistes faussaires ce racisme. BFM veut-il rattraper ses audiences perdues face à CNews? Eh bien, peut-être parce que c'est un véritable festival. Une musulmane interpelle Gérald Darmanin. Est-ce normal d'être exclu des compétitions à cause de mon voile? La réponse de Gérald, oui c'est normal, il y a des règles. Et il enchaîne. En aucun cas, il ne faut confondre l'islam, immense religion profondément respectable, et l'islamisme. Je crains plus le grand effacement de la République que notre grand remplacement. Mais que leur arrive-t-il? Même Denis Oliven, gauchiste, retourne sa veste. Une main-d'œuvre immigrée qualifiée culturellement intégrée ne devrait pas être un problème. Mais nous avons provoqué l'inverse en accueillant en masse des travailleurs non qualifiés qui s'intègrent mal. Denis Oliven est un des soutiens d'Emmanuel Macron. Enfin, cerise sur le gâteau, Amélie de Montmachin. Nous allons frapper plus vite et plus fort contre les narcotrafiquants. On y croit. Non mais vous avez vu, vont-ils prendre leur carte au Rassemblement national, voire peut-être à Reconquête? Bon, trêve d'ironie, comme je l'ai dit, l'information a été saturée des mensonges de la gauche sur l'immigration, Crépol, la gaieté lyrique, des faits divers particulièrement épouvantables. La France insoumise fait donc office de repoussoir. Et le bilan de la Macronie est impossible à cacher. Et comme nos politiques ont les yeux rivés sur les sondages, ils ont peut-être décidé de changer leur fusil d'épaule. Jean-Sébastien Ferjou. Je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron a déjugé Bruno Retailleau vis-à-vis de l'Algérie. Eh oui, nos politiques ont les yeux rivés sur les enquêtes d'opinion. Macron et Bayrou sont les grands perdants de cette séquence, et celui qui la gagne, c'est Bruno Retailleau. Oui, je sais, il ne fait strictement rien, il ne fait que brasser de l'air. Mais voilà, nos politiques ont décidé de faire du Retailleau. Ils causent, ils s'indignent et promettent d'agir. Oui, quelle misère et quelle hypocrisie. Car aucun ne s'est attaqué aux racines du mal. Pierre Lelouch, quand vous recevez 500 000 immigrés chaque année, vous changez la nature du peuple français. Le Figaro, Nicolas Pouvron-Monty, naissance issue de l'immigration récente, les chiffres choquent. Pour la première fois en 2023, plus de 30% des naissances enregistrées en France ont été issues d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne. Et nous connaissons les conséquences de cette submersion migratoire. Agression sexuelle de Cologne, le lien entre immigration massive et violence confirmé en Allemagne.
En France, immigration et délinquance, l'explosion dans les grandes villes. Toulouse, des maires d'ex-prostituées mineures menacés par la DZ Mafia. Aucune demande de relogement n'a abouti. Ce changement de ton vis-à-vis de la délinquance, du racisme, des clandestins ne sont que des postures des macronistes pour grappiller quelques points dans les sondages, rivaliser avec Retailleau ou le Rassemblement national. Oui, parce que la France bascule de plus en plus à droite. Et pas qu'un peu. Mais nous savons tous que la politique des frontières, la politique judiciaire, ne se décide pas à Paris, mais ailleurs, et que tous ces politiques sont des marionnettes aux mains des européistes. Nous en avons la démonstration sur tous les sujets. L'énergie. La France serait l'Eldorado de l'industrie en Europe si elle rétablissait un prix français de l'électricité, correspondant au coût de production et non aux règles du marché européen de l'énergie. Tout industriel de bon sens le confirme, à l'instar du PDG de Toyota France. Mais pourquoi une telle folie ? Parce que toutes les décisions vont dans le même sens. Une Europe fédérale et la disparition, l'effacement de la France comme nation indépendante. Il n'y a pas que l'énergie, il y a également le domaine agricole. Loi d'orientation agricole. Le Conseil constitutionnel censure le principe clé sur la souveraineté alimentaire. Les paysans, une fois de plus, gros gens comme devant. Il y a quelques semaines, on nous expliquait qu'il fallait absolument cesser la lutte contre le gouvernement parce que la loi en préparation était formidable. Eh bien, après les fausses promesses, maintenant les fausses lois. Oui, je dis bien les fausses lois. Vous imaginez le cynisme ? Ils ont fait voter cette loi sachant très bien qu'elle serait censurée par le Conseil constitutionnel. Qui siège au Conseil constitutionnel ? Le larbin d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand. À peine nommé, il censure la loi d'orientation agricole. Mais quelle comédie! Et toute cette farce pour respecter les directives de Bruxelles. Poids. ZFE. La ZFE est un instrument de ségrégation sociale. À Toulouse, Paris, Lyon, les motards préparent déjà le 6 avril. Objectif, supprimer les ZFE. Les autres villes françaises sont en cours. Cette semaine, les lieux et dates des rassemblements avec les gueux et citoyens responsables tomberont. Il faut rester connecté. Oui, il faut rester mobilisé. Une initiative de 2 députés du Rassemblement national qui ont déposé un amendement pour supprimer les ZFE. Ce vote permettra de voir qui cautionne ce nouvel apartheid. En même temps, les noms, je les connais déjà. Défendre la guerre, défendre les apartheids avec les ZFE, mentir sur la délinquance, mentir sur le bilan économique, justifier des taxes et impôts. Il faut être un peu particulier, je dirais même sélectionné. Le canard enchaîné. 3 ministres macronistes, également élus d'Île-de-France, ont été faussement enregistrés comme présents à une séance de formation payée 12 285 € par la région en 2023. Pas de bol, leur absence n'a pas échappé à la Chambre régionale des comptes. Nous avons donc des ministres peu scrupuleux. Jean-Noël Barrot, Aurore Berger ont, avec Prisca Thévenot, fait une fausse déclaration de participation à un stage alors qu'ils étaient ministres en exercice afin de voler 12 285 €. On a tous compris quelle était leur motivation. Internationale, négociation de paix entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Le 24 mars, Washington et Moscou discuteront en Arabie Saoudite d'un cessez-le-feu en mer Noire et de la reprise du commerce maritime, selon le conseiller à la sécurité nationale du président américain Michael Waltz. Il a également affirmé que les États-Unis s'étaient rapprochés de la paix en Ukraine grâce à des initiatives diplomatiques. Le 24 mars, la Russie et les USA entameront des discussions en Arabie Saoudite sur la cessation des hostilités en mer Noire et la relance du commerce maritime dans la région, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale du président américain Michael Waltz dans une interview accordée à CBC News. Nous allons parler d'un cessez-le-feu en mer Noire pour que les deux parties puissent transporter des céréales et du carburant et reprendre leur commerce en mer Noire. Ensuite, nous parlerons de la ligne de contrôle, c'est-à-dire des vraies lignes de front pour aborder ensuite en détail les mécanismes de vérification, le maintien de la paix, le gel des lignes de front là où elles sont maintenant, et puis bien sûr l'instauration d'une paix globale et durable avec une discussion sur la question des territoires en vue d'instaurer une paix permanente et durable, a-t-il indiqué.
Michael Waltz est donc optimiste, nous sommes plus proches de la paix que nous l'avons jamais été. Information relayée également sur BFM TV. Il veut la paix. L'émissaire de Donald Trump estime que Vladimir Poutine n'a pas l'intention de s'emparer de toute l'Europe. Des lecteurs ont ajouté du contexte. Les dirigeants russes, y compris Vladimir Poutine, ont répété à plusieurs reprises qu'ils n'avaient pas l'intention d'envahir l'Ukraine jusqu'à la veille de l'invasion. Cette note est là pour induire en erreur, car la Russie avait envoyé un ultimatum à l'Ukraine, notamment sur son entrée dans l'OTAN et sur le positionnement de son armée dans le Donbass. Vladimir Poutine avait bien expliqué qu'il n'y aurait pas d'invasion si l'Ukraine respectait son ultimatum. Les négociations de paix vont bon train. Discussion américano-ukrainienne productive à Riyad selon Kiev. Les discussions entre responsables ukrainiens et américains à Riyad, en vue d'une trêve partielle dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ont été productives, a déclaré dimanche le ministre ukrainien de la Défense, Rostam Umanov. Nous avons fini notre réunion avec l'équipe américaine. La discussion a été productive et ciblée. Nous avons abordé les points clés, notamment l'énergie, a-t-il déclaré, à la veille de pourparlers russo-américains, ajoutant que l'Ukraine s'efforçait de concrétiser son objectif d'une paix juste et durable. Cette déclaration d'Oumanov vient contredire les positions plus bellicistes de Zelensky. Viktor Orban ne veut pas de l'Ukraine dans l'Union européenne. J'ai mis mon veto. Tant que les Hongrois n'auront pas exprimé leur opinion sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, nous ne pourrons soutenir aucune position commune sur cette question. Cela fait enrager tous les européistes. Valérie Hayé, après avoir soutenu l'annulation d'élections démocratiques en Roumanie, soutenu la fermeture de la chaîne de télé C8 en France, Valérie Hayé, qui a perdu les élections en juin 2024, eh bien, elle veut retirer son droit de vote à la Hongrie. C'est donc ça, nos grands démocrates, et après ils parlent de régime autoritaire. Oui, la blague. En même temps, comme dirait l'autre, lorsque vous envoyez Valérie Hayé faire le service après-vente, c'est que c'est paumé. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec de l'humour russe. Incroyable. Vladimir Poutine décide d'humilier Emmanuel Macron le va-t-en-guerre en faisant porter par la garde nationale russe à l'ambassade de France à Moscou une boîte de petits soldats. Macron est ridicule dans le monde entier. Humour algérien. L'Algérie n'a pas que des ennemis en France. Et oui, ils ont des amis comme Jean-Michel Aplati, Sego, Stora ou Guiraud. Le journal El Moudjahidine, la voix officielle de la dictature algérienne, salue ses relais en France dans son numéro d'aujourd'hui. Remarquez qu'il manque deux personnages sur cette une, Manu et Bribri. Tiens, puisqu'on parle de Jean Bribri, qui a choisi ce tapis horrible dans le salon Murat de l'Élysée? Eh bien, Miss Grandes Oreilles et Grands Pieds. Fake news qui devient réalité. Le gouvernement demanderait aux Français de préparer un kit de survie en urgence. C'est faux et c'est devenu réalité. La France d'Emmanuel Macron. 21 ans après avoir tué sa première femme, il revient illégalement en France et menace de mort sa deuxième épouse. La réalité plus forte que le Gorafi. Dans Psychose, Norman Bates vit avec sa mère empaillée. Et alors ? C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet entretien, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.